Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette troisième session du WooClap Education Summit cet après-midi. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter et nous rejoindre. Allez, j'en profite en attendant que tous les participants nous rejoignent pour vous redonner quelques informations pratiques sur la manière dont ça va se dérouler cet après-midi. On est ensemble pour une nouvelle table ronde de 45 minutes environ. Vous avez à droite de votre écran, et je vois que vous l'avez déjà vu, le chat qui vous permet de réagir tout au long de la session et de poser vos questions. N'hésitez pas à en user, à en abuser pour poser toutes vos questions à nos deux intervenants. Et puis, n'hésitez pas également à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag WooClap Education Summit pour partager vos réactions. Allez, on continue cette journée passionnante du WooClap Education Summit. Une journée de conférences en français, en anglais, en espagnol pour discuter des enjeux actuels et futurs de l'éducation. Et ça a commencé sur les chapeaux de roue dès ce matin avec des échanges qui étaient passionnants. Une journée qui est organisée par WooClap que vous êtes un certain nombre à connaître déjà. Et je crois que nos intervenants nous en diront un mot tout à l'heure. WooClap, en deux mots, une plateforme... une entreprise EdTech qui développe deux plateformes. D'une part, WooClap, qui est une plateforme qui permet d'animer ses cours, de mesurer la connaissance des étudiants en temps réel avec des questions interactives. Vous aurez l'occasion de la tester tout à l'heure. Et puis WooFlash, qui est une plateforme qui permet d'accompagner les étudiants dans leur révision grâce à des parcours de révision personnalisés. Voilà en deux mots pour le contexte. Et je vois que vous êtes plus de 70 personnes à nous avoir déjà rejoints. Je vous propose qu'on se lance dans le vif du sujet. Je m'appelle Fabien Morin, je suis responsable du développement de WooClap en France et j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi deux intervenants qui nous viennent de l'Université de Lille. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Christophe. Bonjour Fabien. Christophe Mondou, tu es vice-président innovation pédagogique et puis maître de conférence en droit à l'Université de Lille. Et puis Guillaume Grige. Bonjour Guillaume. Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous, Guillaume. Tu es enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie de l'Université de Lille également. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour une conférence un petit peu particulière puisqu'il s'agissait en réalité d'un appel à contribution. On a proposé à notre communauté d'utilisateurs, à nos établissements partenaires tout au long du mois de mai de proposer des thématiques. Et donc, Christophe et Guillaume nous ont proposé de prendre la parole sur un sujet qui est d'actualité, le retour en présentiel. Alors, il reste encore un certain nombre d'incertitudes sur ce qui va se passer à la rentrée, mais il y a déjà des tendances qui se dégagent. Et autour d'un constat qu'ont fait Christophe et Guillaume, qui est de dire que pendant ces quelques mois de crise sanitaire, on a appris beaucoup de choses sur le plan pédagogique. Ça a été difficile, évidemment, mais les enseignants ont aussi su en retirer beaucoup de positifs et sur certains enjeux, en particulier sur celui de l'interaction, parce que ce mode d'enseignement à distance nous a permis aussi de découvrir de nouvelles formes d'interaction avec des outils spécifiques comme WooClap, par exemple, qui existait déjà auparavant, avec des interactions via le chat des plateformes de cours à distance. Et donc, on a appris beaucoup de choses. Et l'enjeu maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on va faire pour capitaliser sur ces apprentissages à la rentrée de septembre et puis également sur le plus long terme. Et donc, c'est d'un petit peu de ce constat et de quelques questions qui se posent autour de ça. On va essayer de trouver les réponses tous ensemble que vont nous parler Guillaume et Christophe. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole du coup pour nous parler de tous ces sujets-là. Merci Fabien. Donc merci pour cette invitation qu'on puisse échanger de ce retour d'expérience. Alors moi je suis pas du tout expert en sciences de la pédagogie, je suis utilisateur. Donc aujourd'hui avec Christophe on va faire un petit peu notre retour d'expérience peut-être personnelle et locale au niveau de l'Université de Lille, mais l'idée aussi ça sera d'échanger avec vous pour avoir un petit peu aussi votre ressenti, parce qu'on va donner des éléments de réponse, mais peut-être pas toutes les réponses. Donc aujourd'hui, ça sera intéressant d'échanger. Et du coup, pour cette conférence sur l'interactivité, je pense que c'est quand même intéressant qu'on soit interactif, que vous soyez interactif avec nous. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé un outil. Donc, je vous propose de flasher là, le petit code ou de vous connecter sur le lien WooClap, qu'on puisse interagir tout au long de cette session. Donc, on va essayer de vous garder jusqu'au bout. Donc voilà, je vous propose de vous connecter. Donc le lien est également dans le chat. On va vous poser des questions régulièrement. Donc voilà, soit vous le flashez avec votre téléphone ou alors vous vous connectez directement. Alors, je vais commencer, en attendant peut-être que vous soyez connectés, par vous poser
une question. Hein, donc, on va peut-être resituer le sujet. On va basculer avant la crise Covid, retour vers le futur, enfin retour vers le passé, avant, quand on était tous en amphi, étudiants et enseignants. Et la question que je voulais vous poser au début de cette conférence, c'est est-ce que vous connaissez la durée moyenne de l'attention d'un étudiant, d'un élève en classe, hein. Donc, je vous propose pour cela d'utiliser cet outil interactif pour un petit peu répondre. Donc, voilà, vous pouvez répondre du coup directement sur la plateforme et on va regarder un petit peu vos réponses. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et ça nous donnera un peu une idée de combien de temps doit parler Christophe. Parce que si les gens disent 2 minutes, on a déjà fini. En minutes, c'est la minute, l'unité. Tout à fait, Guillaume, en effet. Alors, du coup, on doit faire les statistiques là-dessus. Alors, c'est pas mal. Alors, en moyenne, 15 minutes, c'est ce qui ressort le plus. Ça dépend aussi de l'âge des élèves, effectivement. Jusqu'à 50 minutes pour les plus optimistes. C'est ceux qui… Voilà, mais finalement, la moyenne à 18 minutes, voilà, c'est correct. Les études ont montré que la durée moyenne de l'attention, c'était 10-15 minutes. Donc, c'est pour ça qu'on va essayer de ne pas parler trop longtemps avec Christophe. Donc, au bout de 15 minutes, on va décrocher. Et finalement, aujourd'hui, on va décrocher de plus en plus rapidement. C'est vrai qu'un étudiant, il aura à disposition soit son ordinateur en salle ou son téléphone. Et voilà, pour vraiment capter l'attention, c'est compliqué d'aller au-delà de ces 15 minutes. Donc, du coup, pourquoi on a ça? Parce que finalement, c'est le mode des conférences, des maîtres de conférences où on va parler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, où finalement on fait une lecture. C'est vrai que dans anglophone, c'est le lectureur, finalement, où voilà, l'étudiant, il nous écoute, mais bon, il a son attention qui a un temps limité, son intérêt va venir se perdre et finalement, il va plus forcément beaucoup venir en amphi. Nous, c'est des choses qu'on voit malheureusement, enfin qu'on voyait avant. Là, maintenant, il n'y a plus d'amphi Covid, mais on parlera après. Mais voilà, l'étudiant trouvait peu d'intérêt finalement à venir en cours écouter ces lectures dites passives. Donc finalement, on peut se poser la question de comment on va favoriser cette attention, comment on va favoriser le fait que ça dure un peu plus de 10 minutes. Parce qu'en 10 minutes, vous n'allez pas mettre beaucoup de messages, beaucoup de contenu dans vos enseignements. Et encore 10 minutes, il faudrait peut-être le refaire maintenant. À l'heure de TikTok, c'est peut-être 3 minutes, je ne sais pas. Mais voilà, comment on peut faire ça finalement? C'est en impliquant directement les étudiants. Et c'est un peu le lien avec les conférences qui ont lieu juste avant, notamment la première, de cette pédagogie active, de cet étudiant actif et acteur. Et finalement, ces notions d'apprentissage actif, c'est pas nouveau. On a pas mal d'études qui ont montré que ça a augmenté les performances, l'apprentissage, la mémorisation. Donc voilà, on a ici, vous voyez, un type de lecture, la lecture passive dont j'ai parlé juste avant, et l'étudiant actif. Et on voit finalement qu'on va favoriser quand même la réussite derrière avec l'étudiant acteur et non passif qui va écouter passivement. Donc pour ça, il y a des systèmes qui existent depuis longtemps. WooClap n'a pas été le premier à inventer ce genre de choses. Il y avait des systèmes qui se basaient sur alors les audience response systems avec les clickers, là, les petites tablettes, les petits boîtiers qu'on peut utiliser. Par exemple, sur le code de la route, c'est des boîtiers comme ça qu'on utilise. Mais bon, ça, c'est un besoin en matériel, c'est un investissement, c'est une logistique. Il faut toujours aller chercher les tablettes avant le cours, etc. Et depuis maintenant quelques années quand même, on a à disposition des outils qui sont directement dans la poche des étudiants et des enseignants. C'est les smartphones. C'est ça qui permet éventuellement maintenant de pouvoir communiquer et interagir avec nos étudiants. Mais les outils, il y en a une panoplie extraordinaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, avant WooClap, j'utilisais d'autres outils, j'utilise encore d'autres outils. Donc, c'est vrai qu'on peut être un petit peu perdu, mais donc ça va dépendre aussi de nos besoins. Donc, nous, à l'Université de Lille, à la faculté de pharmacie, on avait réalisé une évaluation de la préférence des étudiants. Donc, on avait évalué ces choses-là il y a 3-4 ans en utilisant différents outils, en posant des questions
aux étudiants hein, sur des aspects pédagogiques et techniques, hein, parce que c'est important aussi que ces outils soient faciles d'utilisation, mais également que ça leur apporte des choses. Donc c'est une étude, hein, on pourra mettre le lien si ça vous intéresse, et les résultats de l'étude montraient que par rapport à une séance traditionnelle, à la lecture hein, finalement, l'utilisation des outils, alors c'était 3 outils qu'on avait évalués, mais montrait que finalement on améliorait l'apprentissage, la participation active, donc finalement on crée un lien avec nos étudiants qu'on n'avait pas forcément avant, la compréhension également, et le fait de pouvoir poser des questions, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un amphi de 200 ou de 300 étudiants, bah, ils vont difficilement venir poser la question ou lever la main devant tout le monde. Et ça les encourageait même à venir au cours. Hein. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. On était assez contents de les ramener comme ça. Bon, bien sûr, voilà, c'est toujours cette notion d'étudiant acteur actif avec un apprentissage optimisé qui l'incite à revenir. Bon, après, ces outils, on en reparlera après avec Christophe, il ne faut pas non plus en abuser, hein, sinon ça devient les séances du code de la route, il ne faut pas mettre trop de questions, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne va pas trop vous en poser beaucoup, mais voilà, ça montrait que du côté de l'étudiant, il y avait aussi un intérêt. C'est vrai que nous, peut-être on aime bien, mais c'est important aussi d'avoir le ressenti de l'étudiant, donc c'est ce qu'on avait voulu montrer dans cette étude. Donc finalement, voilà, ça nous a permis d'améliorer l'apprentissage, la compréhension. Donc on a incorporé ces outils petit à petit hein, dans nos enseignements. Donc on venait en amphi, on connectait l'étudiant avec le smartphone, on pouvait poser des questions, etc. Sauf qu'à un moment, bah, il s'est passé quelque chose et je laisse Christophe gérer la crise. Voilà, donc comme le dit Guillaume, est arrivée la crise avec le fameux Covid-19 qui a frappé de plein fouet, je dirais, nos établissements hein, de manière générale et qui a soulevé évidemment un certain nombre de problèmes, qui a surtout vidé nos amphis principalement en mettant nos étudiants à distance avec cet enjeu voilà, de gros effectifs à gérer là aussi sur du distanciel et évidemment l'objectif n'est pas d'évoquer les enjeux de technique qui étaient à mettre en place ou pas, c'était simplement de se dire bon ok, voilà, maintenant on passe à un autre système, comment faire, comment s'organiser, comment maintenir justement quelque chose qui pouvait déjà, comme l'a indiqué Guillaume, être mis en place quand même un petit peu, cette interactivité, quels étaient les outils ou pas sur ces enjeux-là. Donc évidemment, un certain nombre de problèmes, tu peux passer Guillaume, un certain nombre de problèmes sont arrivés. Voilà, ça a été de se dire à l'ensemble des enseignants et des équipes pédagogiques qui accompagnaient les enseignants, comment faire pour cette bascule à distance, parfois complète, hein, puisque pour les gros amphis ou les gros effectifs, c'était une bascule complète en tout cas sur cet enjeu-là. Et donc il a fallu essayer de trouver un petit peu des éléments, d'innover, voilà, de construire peut-être éventuellement ces éléments. Tu peux voilà passer. Ah, il y avait la question, du coup, j'oubliais qu'il y a une question que nous avions voulu vous poser. Voilà, donc c'est la deuxième question que nous souhaitions vous poser. C'était pour vous, alors évidemment, tout dépend des fonctions que vous avez exercées, mais les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, de vous demander comment vous avez vécu, vous, le passage au distanciel. Alors, il y a eu plusieurs phases, hein, donc vous choisissez celle que vous voulez, mais depuis mars 2020, on a eu différentes étapes avec du distanciel complet. Donc voilà, vous pouvez répondre pour voir si pour vous, les choses ont été faciles, très facile ou au contraire difficile, très difficile. Voilà, je vous laisse peut-être le temps de répondre. C'est Guillaume qui a la main sur les éléments donc pour voir si les réponses avancent. Voilà. Je vois pour l'instant ceux qui sont présents, en tout cas aujourd'hui parmi nous et qui suivent, je pense parce qu'ils sont habitués de ces problématiques-là, ont plutôt été à l'aise avec les outils. C'est ce qui semble se dégager pour l'instant et que ça a été relativement facile si on regarde, hein, puisque pour l'instant les résultats voilà, donnent plutôt un avantage à une situation pas trop compliquée. En tout cas, apparemment, voilà, sur ces réponses, je ne sais pas si on est à peu près… On va pouvoir échanger, du coup, avoir des retours d'expérience de partout, c'est bien. Voilà. Je pense qu'on a à peu près les réponses. Voilà, donc innover, construire, c'était un des enjeux évidemment qui pouvait être en tout cas soulevé à l'occasion de cette difficulté, de cette situation un petit peu particulière, et de justement passer cette situation où on s'est retrouvé pour aussi bien les enseignants que les étudiants. Tu peux juste avancer. Voilà, et on s'est tous retrouvés un petit peu parfois en difficulté, les étudiants qui se retrouvaient face à leur écran, les enseignants qui se retrouvaient parfois face à des écrans un peu vides, les fameux écrans noirs, et donc on était tous un peu tout seuls
avec ces enjeux-là, même si là le résultat du sondage de la question a montré que pour vous c'était plutôt facile, je dois avouer que en tant que vice-président de l'université de Lille chargé de ces questions, j'ai quand même vu pas mal de nos collègues ayant des difficultés à basculer vers ce distanciel, et surtout avec cette idée que le distanciel pouvait permettre peut-être un certain nombre de choses, et notamment essayer de maintenir cet enjeu de l'attention, de l'intérêt, pour éviter d'avoir ces fameux écrans noirs tels qu'on les a, ou d'avoir la situation qui vous est présentée là. Donc c'était vraiment le challenge. Donc du coup, il y avait un ensemble de problèmes à résoudre qu'on a essayé de mettre en place, donc en tout cas des solutions pour rendre interactif la partie distancielle. Et l'enjeu, c'est que finalement, derrière l'interactivité du distanciel, au final, je dirais, avant qu'il y ait la quasi-dernière question qui vous est posée, l'intérêt, ça a été de montrer que le distanciel a apporté un certain nombre d'éléments positifs pour de l'interactivité sur les grands effectifs. C'est en tout cas ce qui ressort quand même pas mal d'un certain nombre de disciplines, d'un certain nombre de domaines, et que du coup, c'était aussi un des enjeux, d'où l'intérêt, la thématique sur comment garder cette interactivité. Mais Guillaume, je crois que tu as la troisième question. C'est un petit peu pour faire le point sur ce que vous avez, vous, utilisé, parce que nous, on utilise des choses, mais c'est intéressant aussi d'avoir ces retours, donc que ce soit des outils ou autre chose. Il y a un sacré placement de produit, là, quand même. Ouais. J'espère qu'on n'a pas de soucis de marque énoncée. De conflit d'intérêt ou autre. En tout cas, WooClap ressort, effectivement. donc je pense que les organisateurs sont quand même ravis, là, du coup. Mais on voit d'autres choses aussi qui arrivent. Le Zoom, c'est vrai que Zoom, société qu'on ne connaissait pas avant, maintenant, voilà, Zoom avec le chat, le partage d'écran, des choses qu'on va réévoquer après. Alors, Flash aussi, Teams, donc effectivement, tous ces outils numériques qui permettent un petit peu d'avoir cette… c'est vrai que c'est une notion d'interaction, Christophe. Oui, en tout cas, ça montre, au vu du nuage de mots, ça montre la diversité justement des outils que les collègues ont pu utiliser, mettre en place. Ça montre bien qu'il y a un vrai enjeu. Voilà, on a à peu près ces éléments-là qui montrent Zoom, Moodle, Teams, WooClap, parmi ceux probablement les plus utilisés. Tout le reste a dû aussi être utilisé. Et évidemment, ça a montré du coup que l'interactivité était finalement assez simple, en tout cas à mettre en place sur du distanciel complet. Sur ces gros effectifs, sur les webinaires qui étaient organisés, sur les cours à distance. On avait donc des outils pour mettre en place ce distanciel. Et voilà, je dirais, Guillaume, je te redonne la main sur les outils, les différents enjeux que nous, on a utilisés. Et après, on pourra échanger sur les autres enjeux. C'est vrai que tous ces outils interactifs, moi-même, quand j'ai dû basculer du jour au lendemain, pratiquement au mois de mars, qu'est-ce qu'on va faire, donc, on nous a présenté des outils de visio. On avait déjà fait des visios, donc ça va. Et Zoom était très… ça nous attirait beaucoup. Mais après, c'est vrai qu'on se dit, on a utilisé WooClap, on va essayer de l'utiliser à distance. Et on a réutilisé juste des outils qu'on maîtrisait peut-être avant, et après d'autres sont venus. Et effectivement, ça a permis, comme l'a dit Christophe, de communiquer, d'interagir, les chats en ligne, les systèmes de questions-réponses, comme on le fait aujourd'hui. Finalement, c'est un petit peu l'exemple. Aujourd'hui, on a aussi révolutionné ces systèmes de webinaires et de conférences. Aujourd'hui, on gagne peut-être aussi en interaction avec les participants de webinaires. Alors, les classes inversées, c'est vrai que Christophe, on en avait un petit peu discuté. Aujourd'hui, on peut partager l'écran avec un étudiant très facilement, même sur des grands effectifs. Ça permet aujourd'hui de favoriser aussi cette logistique des classes inversées qui est peut-être pas… qui était peut-être moins évidente avant, où ça demandait une certaine organisation. Donc c'est vrai que tout ça est centré autour de l'interaction, de cette thématique d'interaction qui permet d'avoir cet apprentissage actif de cet étudiant acteur. On est toujours sur cette thématique-là, de favoriser un petit peu ces connexions neuronales, comme on l'a vu à la première à 13h, à la première conférence. Donc, on avait évalué justement ça assez rapidement en se disant, est-ce que les étudiants, est-ce qu'ils préfèrent avoir un cours, on leur donne les polis, parce que beaucoup d'étudiants, avant même le Covid, c'était, on leur donne le poli,
ils lisent à la maison, bah là on met le poly en Moodle ou en PDF et c'est tout. Ou alors on s'enregistre, on fait une petite vidéo, on s'enregistre. Ou est-ce qu'ils avaient besoin d'avoir quelque chose en direct et quelque chose d'interactif. Donc on a évolué avec cette deuxième étude, on a vu que finalement les étudiants, ça leur plaisait beaucoup. Bon, après, il y a toujours l'effet nouveauté quand on teste ça, à voir sur le long terme, mais on le voit encore, qu'ils préfèrent encore ce genre de choses, cette interaction. Ils ne sont pas seuls devant leur écran, et nous, on n'est pas seuls devant notre écran aussi, ça Christophe l'a dit. Moi, aujourd'hui, quand je fais un cours et que j'ai toutes les caméras éteintes, j'ai l'impression de parler au mur, et des fois, ça m'est même arrivé qu'on perdait la connexion et que l'on ne le savait même pas. Finalement, on parle, on fait notre lecture passive, donc c'est pour ça que finalement, on peut... on a ces moyens d'interaction. Après, alors Christelle demande à peut-on obliger un étudiant à activer sa caméra? Je ne pense pas, mais on peut l'inciter de façon active. Alors moi, je faisais des petits... On ne peut pas. Voilà. Juste, on ne peut pas l'obliger, mais on peut lui demander de le faire, voire d'animer une séance en demandant aux étudiants de répondre, par exemple, en allumant leur caméra. C'est oui ou non à la question, et le oui ou non se fait par j'allume ou non ma caméra, ce qui est aussi une technique pour leur permettre quand même de l'allumer. Après, l'étudiant, en effet, a le droit de ne pas l'allumer. Oui. Après, bon, moi, je faisais des jeux. Par exemple, au début de la session ou pendant l'intercours, je demandais d'aller chercher un objet d'une certaine couleur, le plus insolite. Ils se prêtaient au jeu, ils venaient, et comme ça, ils avaient la caméra d'allumer et ils voyaient que finalement, c'était pas grave, quoi. Mais effectivement, on a besoin aussi de cette interaction enseignant-étudiant, étudiant-enseignant. Et rien que se voir, c'est déjà quelque chose, mais on avait beaucoup d'écrans noirs au début. Mais la vraie question, c'est la rentrée. Comme le nom, c'est la vignette qui suit. Voilà, donc effectivement, le back to school, mais également, et ça on l'a évoqué aussi, Christophe, ou la première fois, parce qu'il ne faut pas oublier que cette crise dure depuis un moment et qu'on aura un certain nombre d'étudiants qui n'ont jamais mis les pieds à l'université, qui vont découvrir le monde universitaire réel pour la première fois. Donc là, maintenant, on va justement parler de ces différents enjeux, donc construits autour de notre réflexion. Donc on va d'abord vous solliciter pour voir vous, ce que vous pensez dans votre expérience du distanciel, ce qu'il faudrait conserver, garder. Donc là, c'est à vous de brainstormer, qui nous permettra peut-être de compléter ce qu'on avait pensé avec Christophe, possiblement. En effet, c'est vraiment l'enjeu de qu'est-ce qui est intéressant à garder, et on verra dans les diapos qui suivent la problématique du comment je peux faire une fois que je suis revenu dans les amphis à effectif important. Vous pouvez mettre plusieurs réponses. Dans l'interface, on peut valider plusieurs mots. Ça, c'est possible et c'est pas mal, parce qu'il n'y en a peut-être pas qu'un seul à garder. Il n'y a peut-être pas qu'un seul point. Il y a plusieurs points. On évoquera plusieurs points, d'ailleurs. Bien sûr, j'efface, je dirais, de l'option qu'est-ce qu'on garde, le fait qu'il faudrait complètement transformer nos cours lorsque ce sont de grands amphis, qui est une des réponses. Ça veut dire que le distanciel a montré qu'il faut probablement pédagogiquement, dans certains domaines, certaines disciplines, revoir la façon dont nos enseignements sont menés, mais ça, c'est une autre option. Là, on est plutôt sur l'interactivité. Voilà. Alors, du coup, je vais faire apparaître le nuage de mots. Booklab ressort encore beaucoup. Je pense qu'il faut se mettre en bourse. Là, on va prendre des actions. L'interactivité, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attendait. C'est pour ça que je n'avais pas mis tout de suite le nuage de mots pour ne pas biaiser les réponses. La classe inversée, distanciel, le chat. Oui, mais c'est intéressant parce que du coup, on est sur une thématique où on veut expliquer comment on va faire avec le retour en présentiel avec nos étudiants dans les amphis, et finalement, on se rend compte qu'une part de réponse, c'est peut-être de rester en partie à distance. Voilà, c'est un des enjeux d'ailleurs qui est évoqué dans l'ensemble des universités, je pense en ce moment, à la rentrée. Est-ce qu'on garderait des éléments à distance? Et certains, parfois, pensent garder justement des éléments à distance quand ce sont les cours magistraux. Voilà, intéressant de voir que justement le retour présentiel, finalement, c'est peut-être pas la meilleure solution, en tout cas tout le temps. Encore une fois, on n'a pas dit qu'il fallait pas reprendre en présentiel. Donc, qu'on soit bien d'accord. Non, c'est qu'on soit bien d'accord. Quand même. D'ailleurs, on va être au milieu de cet amphi. Donc là, il y a le retour à l'amphi. Il est plein. Il y a des gens dans l'amphi. Donc c'est vrai que voilà. Donc aujourd'hui, on a plusieurs points qui vont amener à la discussion. Donc c'est 4 points qu'on a identifiés, mais il y en a certainement beaucoup plus. C'est d'abord de garder l'interactivité, donc c'est un petit peu le thème aussi de ces échanges. Garder la présence et la motivation des étudiants. Aujourd'hui, s'ils viennent en cours,
voilà, il faut qu'ils aient envie de revenir. Bon, je pense qu'au début, ils vont avoir envie de revenir parce qu'il y a un manque qui se fait et dès qu'on fait une séance 2D à la fac, ben, on les voit revenir parce que ça leur manque aussi l'interaction même avec les autres étudiants, hein, finalement. Aussi, ces notions d'apprentissage, aujourd'hui, on a des outils qui permettent d'améliorer tout ça. Hein. On l'a vu au travers des premières conférences de l'après-midi, ben, on améliore aussi l'apprentissage et aussi, non négligeable, les enseignants aussi. Hein, faut y penser aussi. Hein, ça, c'est vrai que on est sur une thématique, les étudiants, mais faut pas oublier qu'il y a les enseignants, que ça leur demande du temps et voilà. Donc, on va un petit peu parcourir ces points pour discuter. Après, c'est vrai que pour chaque point, si vous voulez mettre des choses sur le chat, on peut regarder aussi. Donc, le premier point, c'est justement cette interactivité. Si tu veux prendre la main, Christophe. Alors, en effet, voilà, la question ici qui vient évidemment tout de suite, c'est de se dire, on a pu avoir une interactivité très intéressante pendant les cours à distance, avec même des gros effectifs. Et je sais que parmi mes collègues, plusieurs étaient mieux, enfin en tout cas, on fait ce constat positif d'une meilleure interactivité en distanciel et que du coup, les mêmes collègues qui vont revenir, parce qu'encore une fois, on n'a pas changé les maquettes, hein, je reviens à cette idée, ou alors il faut changer les maquettes et la formation, mais sans le changement de maquette ou de formation, on revient en amphi présentiel, si je prends des disciplines de type psychologie ou en droit ou dans d'autres domaines, on est des amphis à 300, 400, 500 étudiants, cette interactivité qu'on pouvait avoir dans un webinaire avec le chat, avec d'autres outils, eh ben, c'est pas si simple que ça de la retrouver au sein d'un amphithéâtre classique, quoi. Ça signifie finalement, contrairement à ce qu'on avait dit il y a quelques années, que les étudiants devraient avoir l'équipement sur place. C'est-à-dire que si on veut garder l'interactivité, les faire participer avec un QR code sur quelque chose concernant WooClap par exemple, bah, faut que l'étudiant il ait soit un téléphone, soit un ordinateur. Alors on sait bien qu'une bonne partie dispose de cet équipement, mais pas tous d'abord. Tous n'ont pas l'équipement. Et même s'il y a l'équipement, on sait que parfois ils s'en servaient autrement. Donc là, c'est aussi l'objectif de les faire utiliser l'équipement dans le bon sens pédagogique et de participer à l'interactivité. Mais ça nécessite voilà d'avoir cet ensemble d'équipements et finalement de dire aux étudiants de venir équipés en amphi, ce qui change là aussi l'enjeu. C'est-à-dire que la prise de notes n'est pas forcément la même. Je sais que parfois on dit qu'il faut prendre des notes sur papier et pas sur ordinateur. Donc voilà, tous ces éléments-là montrent que c'est pas si simple que ça de redémarrer en septembre avec un amphithéâtre assez classique parce qu'il n'a pas complètement changé depuis la crise du Covid. Voilà, quelques éléments et d'autres outils sont possibles. Hein. L'objectif n'est pas de citer les outils, mais de soulever la thématique qui permettrait de voir comment on garde l'interactivité. C'est pas si simple que ça. C'est vrai que comme on le disait au début, maintenant les smartphones, hein, on a, je sais pas, il faudrait faire un sondage un jour, mais bon, j'ai rarement eu un seul étudiant en amphi qui n'avait pas soit l'ordinateur ou le smartphone. Hein, maintenant, voilà. Mais effectivement, c'est des choses qu'il faut penser. Alors parfois, nous, on a quelques tablettes à disposition hein, quand c'est ça qu'on distribue à ceux qui n'en ont pas. Alors le deuxième point, du coup, hop, alors du coup, bah, ça va venir s'imbriquer hein, pour à chaque fois remplacer. Hein. Donc c'est de garder la présence et la motivation des étudiants. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est un point qu'on avait déjà évoqué au début. Hein. Donc c'est l'étudiant acteur. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, un étudiant, hein, si on le remet dans son amphi passif, hein, il va peut-être pas vouloir venir et rester des heures, hein, parce qu'aujourd'hui, hein, cet étudiant passif, hein, ben, on lui a fait manger des 8 heures, 10 heures de visio par jour, hein, donc il était content d'être un petit peu acteur. Donc si on fait la même chose, bah, il va peut-être voir le copain la première semaine à côté, mais bon, au bout d'un moment, bah, voilà. Donc effectivement, maintenir, ça reste avec l'interactivité hein, derrière, mais vraiment cette pédagogie active hein, et pas passive. Hein. Donc il y a ces notions d'interaction hein, qui reviennent, qui sont toujours centrales. Hein. De toute façon, on l'a vu à travers nos nuages de mots. Et également bah, les classes inversées. Hein. C'est vrai qu'encore hier, j'ai fait une classe inversée avec quelques étudiants. Bah, eux, ils sont beaucoup plus impliqués. Alors déjà, ça peut dynamiser un petit peu les séances qui peuvent parfois être longues. Mais du coup, bah, les étudiants ont travaillé activement encore, hein, c'est encore cette notion d'actif. Mais bon, après, il faut voir comment on peut organiser ça. Ça, c'est vrai que c'est une logistique qui est plus difficile qu'à distance. Donc là-dedans, on aura peut-être de l'enseignement hybride avec une partie des étudiants qui seront là, pas là. Après, est-ce qu'on peut faire des séances comme ça inversées qu'à distance? Bon, après, moi, je suis plutôt partante quand même d'avoir la présence parce que on reste humain. Bon, après, je suis dans une discipline quand même où le contact humain est hyper important en santé, donc c'est difficile de tout numériser. Mais c'est vrai qu'il y a des choses aussi à réfléchir. Hein, alors, on pourrait dire des travails en petits groupes, etc. Bon, ça, c'est valable dans les séances 2D, mais on est de plus en plus nombreux. Donc,
c'est vrai que les outils numériques peuvent aussi peut-être aider à ce niveau-là. Mais bon, sur les classes inversées, c'est peut-être aussi, comme l'a dit Christophe, des choses à réfléchir. Quelque chose en complément, c'était aussi sur le chat, c'est finalement la possibilité de partager l'écran qui était possible en distanciel en demandant à l'étudiant soit de partager le sien, soit d'afficher quelque chose ou en partageant. Ça, c'était quand même très intéressant, même sur des effectifs importants. Et de nouveau, c'est pas si simple que ça de faire ça dans un amphi où encore une fois, on revient à la question de l'équipement, bien sûr, mais c'est peut-être moins évident pour des étudiants de partager un écran s'ils sont dans un amphi avec l'enseignant, alors qu'il y avait des choses intéressantes à partager, une prise de notes, même une prise de notes. On veut vérifier comment l'étudiant a pris quelque chose, on peut le vérifier en lui demandant de basculer sur son écran. Donc il y avait des éléments intéressants. Le travail de groupe aussi, il a été évoqué, là je vois dans le chat, c'était relativement facile à faire avec les outils distanciels, que ce soit WooClap, que ce soit Zoom, on peut faire du travail de groupe. Dans un amphithéâtre physique, même si les étudiants ont des ordi, c'est pas si simple que ça de les mettre en groupe en fait. Donc, là aussi, la logique matérielle, logistique est moins simple dans un amphi réel que sur une séance en visio à distance. Voilà, là aussi. Alors, le prochain point, donc on vient compléter un petit peu, c'est l'apprentissage. Hein. Donc, on est toujours sur les étudiants. Donc voilà, donc si tu voulais, je te laisse la main du coup, Christophe. Sur les enseignants, en effet, sur les enseignants, on a vu là aussi qu'il a fallu les accompagner pour basculer sur le distanciel et sur l'hybride, puisque l'année 2021 a été compliquée, elle a tout connu. Donc là aussi, on les a accompagnés, en tout cas tous ceux qui le souhaitaient. Il faut reconnaître quand même qu'il y a une partie aussi de nos collègues qui parfois n'ont pas trop envie de basculer sur le volet numérique. Mais en tout cas, certains ont fait vraiment de belles choses, de beaux scénarios pédagogiques, de l'alignement pédagogique avec des éléments intéressants sur cet enjeu, je dirais, du distanciel. Et je sais, pour avoir, ne serait-ce que ce matin, avant justement de venir ici cet après-midi, discuter avec une collègue qui me disait, mais comment je vais faire? Parce que moi, voilà ce que j'ai fait en distanciel. J'ai construit tel et tel scénario, j'ai fait tel et tel enjeu. Comment je fais pour retrouver cette même possibilité dans un amphi? Et là aussi, l'accompagnement est possible, mais finalement, l'accompagnement des équipes pédagogiques est pas si simple que ça dans le retour au présentiel de nouveau. On avait une possibilité de les accompagner sur la mise à distance. Ils ont joué cet élément-là, ils ont fait des progrès, et je pense là aussi que, comme l'a dit Guillaume et la vignette le montre, c'est un vrai enjeu que de garder la motivation. Honnêtement, moi j'ai du mal à imaginer, je suis vice-président formation, innovation pédagogique, mais formation à l'Université de Lille, j'ai du mal à imaginer que je vais dire aux collègues qui ont fait ces efforts-là, de leur dire, tant pis, finalement, c'est très bien, on revient en présentiel, tout ce que vous avez fait, vous le mettez de côté, vous le laissez sur Moodle, messieurs, sur Moodle, mais vous ne pourrez pas vous en servir dans vos cours en présentiel. J'avoue que là, j'ai un peu de difficulté, et honnêtement, je n'ai pas non plus forcément de réponse. Donc voilà, s'il y a des réponses dans la salle, c'est intéressant de savoir comment on peut accompagner, motiver les enseignants, mais dans ce sens-là, ce qui n'est pas si simple que ça non plus. Oui, c'est vrai. Et pour compléter, on a déjà des activités lourdes, des activités qui sont doubles, voire triples. C'est vrai qu'on a notre activité d'enseignement, de recherche, voire l'activité hospitalière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avant, c'était la conférence, on donnait son cours, la lecture passive, comme on le voyait. Donc, c'était finalement assez simple, mais c'est quand même du travail de préparer ça. Mais maintenant, c'est vrai qu'il faut en plus aller créer ça. Donc, on l'a créé. Donc, c'est vrai que ça serait dommage de ne pas pouvoir continuer à l'utiliser, donc voir comment on peut valoriser aussi ce travail supplémentaire, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je comprends des collègues qui n'ont pas forcément envie de s'y mettre parce que c'est du temps en plus, du temps qu'on n'a pas, voilà, donc peut-être effectivement des accompagnements adaptés aussi, parce que c'est vrai que tout à l'heure on parlait des tutos, les vidéos, mais bon, ça demande aussi un investissement personnel de temps d'aller se former. Bon, il y a beaucoup de formations, mais peut-être des fois un peu trop sur le coup, où pour tout maîtriser, c'est quand même pas mal de temps. Et voilà, c'est le problème du temps qu'on n'a pas forcément. Alors, si tu veux compléter, vas-y. Oui, juste avant de passer, en restant là sur la motivation, je vois par rapport au chat la question est sur permettre à l'enseignant de choisir sa modalité. Alors oui, tout à fait. D'ailleurs, sur notre université, mais sur d'autres, on a mis en place un référentiel qui permet de donner l'équivalence totale des heures, qu'elles soient faites en présentiel ou en distanciel. Donc comme ça, un enseignant, dans l'absolu, peut avoir le même service, je dirais. Mais sauf que les maquettes de formation ne sont pas construites comme ça. Je veux dire que construire pour la rentrée une maquette de formation qui intégrerait la mise à distance de certains enseignements. Encore une fois, on me l'a demandé ce matin. On m'a dit, mais moi, je pourrais faire mon cours à distance. C'est pas si simple que ça, parce que au final, il faut que ça s'insère dans un planning d'un étudiant d'une semaine. Et si l'étudiant, il a un cours en présentiel de 8 à 10,
on peut guère le mettre à distance de 10 à 12 parce qu'il fait comment? Il est sur place? A-t-il le matériel? A-t-il la salle? Ils sont 500, ils sortent de l'amphi. Enfin voilà, ça demande une logistique de planification qui est importante, qu'on peut arriver à organiser, mais honnêtement, par rapport à la rentrée de 2021, c'est pas possible parce qu'on est déjà dans l'organisation d'une rentrée, si possible en présentiel, et que du coup, il paraît difficile de dire, en fait, c'est présentiel, mais on va vous mettre en partie à distance. Voilà, c'est complexe, mais c'est une solution, en effet, mais peut-être pour la rentrée 22. En tout cas, l'hybridation est une solution, probablement. Tout à fait. Alors après, j'avais un point peut-être sur l'apprentissage. C'était bon, parler des outils aussi de révision adaptée, parce que c'est vrai qu'il y a le temps du cours, mais bon, ça, c'est vrai que je pense que les organisateurs y reviendront après. C'est qu'on peut aussi utiliser ces outils pour ce qu'on appelle c'est pas le synchrone, c'est l'asynchrone, où derrière, maintenant, il y a des outils un petit peu hybrides. Hein. Bon, ils font ça bien chez WooClap pour ne pas les citer. Hein. Il y a le truc partout, mais bon, il y a d'autres outils qui existent. Mais l'idée, c'est que notre temps d'investissement puisse aussi être réutilisé derrière. Aujourd'hui, moi, si je crée un petit QCM interactif, j'ai pas envie de le créer 5 fois différent avec des outils qui sont parfois difficiles. Hein. C'est vrai qu'à un moment, bon, on parle des plateformes pédagogiques, mais après, on avait un point aussi sur les outils faciles et intuitifs. Ça, c'est hyper important. C'est vrai que si on a des outils type usine à gaz, hein, pour pas citer des plateformes qu'on utilise un peu tous, où c'est très, très compliqué de lancer un QCM, où il faut des formations pour des formations pour des formations, ça demande un investissement en temps qui est incroyable. Donc, le fait qu'on propose des outils faciles et intuitifs, pour moi, c'est un point essentiel, et des outils communs aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que j'investis, je peux le réutiliser sans devoir réinvestir continuellement du temps, parce qu'à un moment, ça va me fatiguer, enfin, pas me fatiguer, ça va me prendre du temps que je n'ai pas, et c'est toujours cette notion du temps qu'on n'a pas, et c'est vrai qu'avec Christophe, on le sait bien que voilà, cette notion de temps est hyper importante. C'est pas si simple. Alors pour là aussi sur le point de l'adaptative learning par exemple ou du learning analytics, je veux dire qu'on a mis en place des outils comme beaucoup d'établissements, hein, mais d'études de ce que font les étudiants sur les plateformes, de ce que font les étudiants sur Moodle, voilà. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup de données et on est en train de regarder comment les données peuvent nous aider justement à accompagner la réussite étudiante. Et qu'on le veuille ou non là aussi, le présentiel ne facilite pas ces enjeux-là parce que du coup le présentiel élimine un peu l'usage des outils numériques. Ou alors, mais je vois bien sur le chat que du coup, c'est de se dire, OK, on n'a qu'à utiliser les outils numériques. Mais du coup, si on revient tous en présentiel, se mettre dans un amphi à 500, pour en fait être tous derrière notre écran à faire ce qu'on faisait en distanciel, mais en étant tous dans le même amphi, j'exagère hein, volontairement, mais ça soulève quand même la question. Alors, je suis parfaitement d'accord que ça soulève la vraie question qui est, est-ce qu'il ne faut pas organiser ça autrement? Et voilà, de ce point de vue-là, je maintiens que c'est possible. Mais ça soulève quand même cette question, quel est, dans ce cas-là, l'intérêt du présentiel? Enfin voilà, qu'est-ce qu'on apporte de plus à être là, même si chacun a son écran, et même si les étudiants et l'enseignant peuvent peut-être faire des groupes sur WooClap ou Zoom, hein, par exemple, alors qu'on est tous dans la même salle. Mais pour autant, peut-être, on peut avoir. Alors, on est en train là aussi nous de réfléchir. On a un learning lab qui essaye de se mettre en place petit à petit là, de réfléchir justement sur des salles qui seraient adaptées. Mais honnêtement, pour l'instant, à part en pharmacie, donc chez Guillaume, où on essaye de tester pour la première fois l'amphi interactif. Donc, ce serait un vrai amphi, mais qui serait plutôt limité à une centaine de places, hein, pas à 500. Voilà, pour avoir une vision un peu différente de l'amphi d'effectif moyen. C'est une vraie question, honnêtement. Et voilà, je n'ai pas complètement de réponse. Et je vois que le chat on propose des choses, mais je n'ai pas complètement de réponse. Mais c'est indispensable pour les learning analytics. C'est ce que je voulais indiquer. Sinon, on n'arrivera pas à faire le suivi qu'on voulait faire des étudiants si le présentiel nous le fait perdre finalement. Voilà, c'est aussi une interrogation. Donc finalement, tous les points qu'on propose, hein, mais on veut que vous en proposiez aussi, hein, parce que c'est vrai qu'on n'est peut-être pas exhaustif hein, dans un temps d'échange hein, qu'on a gardé à la fin. C'est finalement aujourd'hui les outils interactifs, les dispositifs numériques, hein, comme l'a évoqué Christophe, des enseignements hybrides. Cette notion d'étudiant-acteur hein, qui est important, hein, la pédagogie active, l'interaction, hein, c'est un mot qui va revenir beaucoup, hein, les outils adaptés, faciles et cette valorisation auprès des enseignants aussi parce que c'est important et tout ça, ça fait quand même partie des enjeux justement de cet enseignement de demain. Donc, on a beaucoup de travail, hein, de réflexion hein, du coup. Donc, on est ouvert là du coup à la discussion avec vous hein, dans le chat. Hein, on a tenu le temps. Bon, on laisse nos contacts hein, si jamais vous voulez échanger sur ça. C'est des thématiques vraiment passionnantes. Hein, donc voilà. Donc on est ouvert à la discussion. Si vous avez des points
que vous vouliez révoquer, des questions, etc. Donc, En attendant les questions, juste pour dire aussi, voilà, c'est vraiment une interrogation. Je pense que ça doit être dans d'autres établissements la même chose, d'avoir une rentrée qui ne soit pas une rentrée finalement plus complexe. Je parle sur ce plan-là, hein, pas sur les autres enjeux, mais plus complexe parce que pour avoir aussi échangé avec des étudiants m'ont dit, mais vraiment, on va revenir en amphi comme ça s'asseoir 2 heures. Et finalement, comment on va faire? Enfin, il y a le côté déjà physique d'être assis pendant 2 heures, et puis il y a le côté, oui, mais comment on va faire par rapport aux questions qu'on posait avant? Alors encore une fois, on peut avoir l'usage d'un chat. Hein, je suis bien d'accord, je vois dans le chat aussi là qui est là que le Wi-Fi, en effet, le Wi-Fi peut ne pas tenir. Honnêtement, dans notre établissement, on a des zones où le Wi-Fi tiendra pas si on veut que tous les étudiants se remettent sur un Wi-Fi pour répondre à WooClap. Donc voilà. Alors bien sûr, la réponse, il suffit d'équiper. Hein, voilà, c'est ce qu'on me dit. Il suffit d'équiper en Wi-Fi, en technique. Oui, d'accord. Mais est-ce que l'enjeu, moi c'est la question que je laisse en fin, est-ce que l'enjeu c'est d'équiper le volet technique pour que finalement techniquement ça tienne en présentiel, ou est-ce que l'enjeu c'est finalement l'amphi en présentiel à 500, je vais exagérer, c'est plus la bonne chose. Pédagogiquement, la crise a montré qu'il y a des solutions pour faire autrement, et que du coup le présentiel est fondamental, hein, qu'on soit d'accord, mais il est fondamental pour faire un certain nombre de choses, peut-être pas pour faire par exemple un amphi, voilà. Et que du coup, le Covid questionne le vrai présentiel. Le face-à-face présentiel, c'est quoi l'intérêt? Parce que si je peux faire un face-à-face distanciel qui est aussi bien, voire mieux, ça pose quand même la question. Voilà, c'était ça les enjeux qu'avec Guillaume on se pose. Et honnêtement, je vous avoue que c'est une vraie question pour nous pour la rentrée. En fait. Voilà. Je vois qu'il y a une question dans le chat de Michael, ou une réaction en tout cas sur l'amphi interactif. Je ne sais pas, Christophe, si tu peux nous en dire un peu plus, si c'est encore un projet top secret. Top secret, non. Alors, en plus, j'ai les plans là, mais voilà, on va pas montrer les plans forcément. C'est dans le cadre de l'évolution, mais on pourra échanger. Il n'y a pas de souci. Il y a les mails qu'a mis Guillaume, donc aucun problème. Dans le cadre de la construction de notre Lille Learning Lab sur la pharmacie, la demande c'était que la pharmacie dispose déjà d'une officine virtuelle. Alors virtuelle sur Moodle et virtuel physiquement dans la faculté. Et que l'idée, c'était d'accompagner cet équipement numérique d'une salle d'officine par un amphi qui, cette fois, permettrait d'avoir à peu près une centaine d'étudiants en liaison numérique avec les 2 autres salles, donc l'officine virtuelle. Et donc de pouvoir, cette fois, vraiment leur faire utiliser les instruments numériques directement par l'amphi, avec une logique de groupe dans l'amphi. Encore une fois, c'est un amphi moyen, hein, une centaine de personnes, voilà, c'est pas l'amphi à 500, mais c'est le début de ce qu'on cherche à imaginer sur des amphis, je mets des guillemets parce que voilà, plutôt interactifs, comme ça peut exister dans d'autres pays, notamment au Canada, et de se dire que c'est peut-être une vision des futurs amphis, voilà, de demain, hein, l'enseignement de demain, bah, c'est peut-être plus l'amphi à 500 avec des bancs, mais peut-être un amphi où tout est modulaire, tout est flexible, tout est numérisé ou en outil numérique, et que du coup on peut réagir autrement. C'est ça la philosophie. Mais on pourra échanger, il n'y a pas de problème. Jeux sérieux. Alors, jeux sérieux, oui, on revient, bien sûr, les jeux sérieux, c'est important. Enfin, si la question est de s'en servir, en effet, on peut faire du jeu sérieux dans un amphi, mais honnêtement, alors, je sais pas pour vous, hein, mais chez nous, enfin, une grande partie des amphis, c'est fixe, quoi. On touchera rien, quoi. C'est des bancs alignés sur 20 mètres avec des chaises fixes, tout est fixe. Enfin, ça, c'est des amphis. Et pour dire quand même les choses, on a des amphis qui, pour certains, ont été construits dans les années 90, hein, pas il y a 100 ans, dans les années 90. Et que la vraie question est l'amphi de demain. Moi, ça, c'est une vraie question d'une politique, voilà, d'innovation ou d'évolution. Comment on fait pour basculer sur un amphi qui est pas fixe avec 500 places, quoi? Parce qu'on peut pas les mettre en groupe, c'est impossible. Enfin, c'est ingérable. Alors qu'à la limite, sur le webinaire, bon, 500, j'exagère. Sur le webinaire, on pouvait faire des choses quand même. On avait des choses intéressantes et on pouvait, voilà. C'est ouais, vrai problème. On arrive au terme de ce webinaire. Merci beaucoup à tous les deux, Christophe et Guillaume, pour cet échange et pour cette présentation. Je crois un retour d'expérience et puis des questions aussi qui font écho, hein, j'ai l'impression, aux questions que nos participants peuvent se poser. Et puis, vous avez fait d'excellentes transitions pour la suite du programme du WooClap Education Summit qui continue cet après-midi, puisqu'on a beaucoup parlé d'outils et on enchaîne tout de suite sur une conférence sur l'impact des EdTech sur le rôle de l'enseignant. Est-ce que l'utilisation d'outils EdTech fait évoluer le rôle, la posture de l'enseignant? Ça va être passionnant. On se retrouve pour la conférence suivante pour ceux qui ne connaissent pas ou qui souhaiteraient redécouvrir WooClap et WooFlash pour une rencontre avec les équipes de WooClap et WooFlash et découvrir un petit peu les coulisses de ce qui se passe derrière ces outils-là. Et puis pour finir la journée, et Christophe, tu en parlais aussi, une conférence une table ronde autour des Learning Analytics sur cette question-là. Comment est-ce qu'on peut utiliser les données pour enrichir la pédagogie? Et je crois que ce sera également passionnant.
n'hésitez pas à vous inscrire pour si vous le souhaitez pour ces dernières tables rondes de la journée. Il reste quelques places et vous avez le lien dans le chat. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à vous tous qui avez participé. Et puis, n'hésitez pas à solliciter, je pense, et à recontacter Guillaume et Christophe si vous souhaitez prolonger les échanges. Je crois qu'il y aura des choses passionnantes à se dire à nouveau. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci.